Retour sur le plateau de Direct Gestion à 9h45. Mes invités, Aymeric Didet, le directeur de la gestion sous mandat de SPGP, et Philippe Béchade d'Agora, la bourse au quotidien. Messieurs, on a parlé macroéconomie, maintenant on va se pencher sur les différents secteurs, les valeurs qui pourraient profiter de cet état de fait, de cet alignement des planètes ou des alignements. En tout cas, on va voir ce qu'il en est avec vous, Aymeric. Vous pensez qu'on est en phase de rotation sectorielle, que de nouveaux secteurs vont émerger et devraient être privilégiés actuellement? Alors aujourd'hui, par rapport aux données macroéconomiques, on pourrait imaginer que les gérants commencent à se délaisser un tout petit peu des valeurs défensives au profit de valeurs un tout petit peu plus liées à la croissance, de valeurs du secteur bancaire, puisque c'est un secteur qui est encore à des niveaux de valorisation faibles par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, et des secteurs comme l'automobile par exemple, qui pourraient être mis en avant et profiter de quelques chiffres économiques de reprise. Alors secteur bancaire, on va démarrer par là. Vous avez sélectionné parmi les valeurs bancaires Crédit Agricole et puis une banque italienne, Banca Popolare di Milano. Crédit Agricole, avec une info qui date de vendredi, le Crédit Agricole se lancerait, attention, dans la titrisation de crédits immobiliers. Ça rappelle, Philippe Béchade, des mauvais souvenirs, cette titrisation. On se rappelle, c'était à l'origine des subprimes. Moi, je n'ai rien contre la titrisation. Alors là, que ça soit très clair. La titrisation, on rappelle d'un mot, c'est prendre des paquets de crédit, en faire un autre paquet avec un taux qu'on va servir aux investisseurs. On fait d'un paquet de crédit immobilier, par exemple, ça peut être d'autres types de crédits, on fait un produit dérivé, structuré, à destination d'autres investisseurs. Un produit structuré qui a une utilité incontestable. Si les tranches de crédit sont adossées à des emprunteurs sains, il n'y a aucun souci pour mettre un triple A là-dessus. Je dirais même que l'hétérogénéité des crédits fait que ça renforce même, on va dire, le produit. Parce que si vous n'avez par exemple que du crédit triple A sur la région parisienne, imaginons qu'il y a un petit truc, un petit accro sur la région parisienne, bah, ça serait pas mal d'avoir aussi du crédit immobilier sur Lyon, Bordeaux, Nantes ou les villes universitaires. Donc je dirais que ça peut être diversifié, c'est pas du tout un moins. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, les subprimes, on titrisait tout simplement des créances où l'emprunteur était insolvable dès le départ, et on le savait. Donc voilà, on avait menti et c'était des escrocs. Mais la titrisation, moi, je ne vois aucune objection à ce que donc, Crédit Agricole fasse. À condition de mettre des choses fermes dedans. Je reviens à vous, Aymeric. Donc Crédit Agricole, bon, vous la choisissez pas pour le retour à la titrisation. C'est une valeur qui vous paraît intéressante après une progression, on le voit sur le graphique, en 2 ans, qui a plus que doublé. On est passé de 6-7% à près de 14 € par an aujourd'hui. Tout à fait. C'est une société qui est aujourd'hui encore, par rapport à la moyenne du secteur et à la moyenne historique, relativement faiblement valorisée. Et pour laquelle on a une certaine solidité. Donc aujourd'hui, elle rassemble, si vous voulez, pas mal de critères par rapport au secteur bancaire qu'on souhaite mettre en place dans les portefeuilles. On souhaite mettre en place ce secteur, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les banques, c'est le canal de transmission de la politique monétaire de la Banque centrale, donc qui permet de transmettre le crédit, notamment aux particuliers, mais aussi aux entreprises, et que la demande va aller en croissance, va être en croissance dans les prochains mois et dans les prochaines années, donc des résultats qui devraient s'améliorer pour cette société. D'accord. Il y a une autre banque qui aurait fait frémir d'horreur il y a quelques mois en pleine crise de la dette souveraine, une banque italienne, Banco Popolare di Milano. Pourquoi ce choix, Aymeric, dans votre choix de gestion? Alors parce que c'est une petite banque italienne, parce que les banques italiennes nous disent quoi aujourd'hui? Elles nous disent, il y a du retour du crédit. Donc il y a clairement des signes d'amélioration de l'économie en Italie et ils voient de la demande. Donc quand on commence à avoir de la demande, c'est plutôt positif. Deuxièmement, il y a beaucoup de restructuration, il y a beaucoup de petites banques en Italie et ces banques vont pouvoir depuis peu se concentrer entre elles. Donc aujourd'hui, c'est un des acteurs qui va faire partie de la consolidation du secteur bancaire en Italie. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié cette banque qui, depuis le début de l'année, nous offre des performances relativement bonnes puisqu'elle doit être à peu près à 80% de hausse depuis le début de l'année. Oui, effectivement. Donc c'est une penny stock. On est sur 1 € de valorisation, mais elle était effectivement à 0,52 en fin d'année dernière. Elle a grimpé. Ça fait partie des petites pépites qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher dans les pays périphériques. Philippe Béchade, ces pays périphériques, ils font plus peur aujourd'hui puisqu'on a
les taux, leurs taux qui se sont resserrés. Les Italiens empruntent à 1,13 sur leur taux 10 ans. Même chose pour l'Espagne. Anomalie ou nouvelle normalité? C'est la nouvelle normalité, des prix déterminés, fixés arbitrairement par les banques centrales. Il est évident qu'il n'y a aucun rapport entre la rémunération d'un emprunt d'un BTP italien à 1,15 ou équivalent sur les bonos espagnols. On est devant des emprunteurs qui sont insolvables. On a vu qu'en Italie, là, puisque vous évoquiez le cas, la question des banques, il était question de créer une bad bank. Et ça a été retoqué parce que ça aurait effectivement consisté à avantager les banques qui étaient dans la situation la plus mauvaise, créant une distorsion de risque, d'ailleurs entre les gens qui financent les créanciers de ces divers établissements. Celui qui finance une banque qui va bien mais qui pourrait avoir un accident n'est pas garanti. Celui qui achète une banque qui est moribonde, au contraire, aurait eu la garantie de l'État. Donc il va falloir qu'ils trouvent autre chose. En ce qui concerne la concentration, évidemment, ça fait très très longtemps qu'on dit qu'il faut concentrer, comme ça a été fait en Espagne. Le mouvement a commencé, ça a commencé il y a 4-5 ans en Espagne, donc même presque 5 ans maintenant, et on a réduit pratiquement de moitié le nombre de caisses et de banques espagnoles. Et en Italie, on a autant de banques historiquement que de régions, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est Garibaldi qui a uni l'Italie il y a juste un peu plus d'un siècle, et que toutes les régions ont gardé leur système bancaire. Et Milan est quand même au cœur du deuxième centre industriel le plus important d'Europe après la Ruhr. On l'oublie assez, mais Milan-Turin, c'est quand même une région industrielle avec énormément de succès à l'export. Donc je pense que la BPPM, elle est très très bien placée, effectivement. Donc retour donc, sur les valeurs bancaires, en particulier, pourquoi pas celles des pays périphériques pour Aymeric Didet. On change de secteur, par contre on reste dans le même pays, les télécoms, et vous intéressez à Telecom Italia, Aymeric. Exactement, le secteur des télécoms aussi, lui aussi doit être consolidé au niveau européen. On a un peu plus de 100 acteurs aujourd'hui en Europe. Je rappelle qu'aux États-Unis, on est aux alentours de 3 acteurs, puisqu'on a eu une concentration incroyable aux États-Unis. En Europe, on doit avoir également des concentrations dans les secteurs des télécoms. C'est une évidence. On a beaucoup trop d'acteurs, donc ce sont des secteurs qui vont se concentrer. Donc pourquoi Telecom Italia? Parce que Telecom Italia est là aussi extrêmement peu cher. On pourrait très bien avoir une Telecom Italia avec une valorisation bien supérieure aujourd'hui. Et c'est une société qui est très solide aujourd'hui financièrement. Donc on est à l'aise avec cette valeur qui pour nous recèle un potentiel assez important au niveau boursier. Alors ça pourrait être justement une cible pour quelqu'un qui avait dégainé son bazooka, ou du moins son chéquier, Xavier Niel, avec Iliad. Iliad, vous intéressez aussi à cette valeur, plus que les autres en tout cas. Oui, c'est une valeur qui ne va pas pouvoir rester toute seule. Ça, c'est la seule chose qu'on sait. Et on connaît le management, on connaît sa qualité d'exécution. Donc aujourd'hui, on a été déçus par ce qu'il a voulu ou souhaité faire aux États-Unis. Avec le rachat de T-Mobile. Exactement. Donc qui était quasiment infaisable selon nous, mais par contre on sait qu'il ne va pas pouvoir rester tout seul. Donc est-ce qu'il va faire quelque chose avec Telecom Italia, avec un autre, avec Bouygues, on ne sait pas, mais en tout cas il va se passer quelque chose, et je pense qu'il ne surpayera pas une activité, donc une société. Donc aujourd'hui, en termes de valorisation, c'est certes peut-être un tout petit peu cher, mais c'est une société qui va être au cœur de la bataille des télécoms en Europe. Donc c'est un acteur à posséder encore aujourd'hui. Philippe Béchade, le secteur, les fusions-acquisitions redémarrent, et puis les cessions aussi, c'est-à-dire qu'on voit quand même des grands groupes, des grands acteurs qui se délestent aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un signe qu'on est arrivé aussi peut-être à un pic de marché? Alors, voir des colonies capitales revendre, oui, Accor, Wendel sort, Euraseo et Bolloré sort d'Avas, Euraseo a lâché Accor, etc. Oui, on a une vague, et puis on apprend vendredi que Intel va mettre la main sur un de ses concurrents et va probablement débourser 30 milliards, on sait pas trop, mais enfin c'est... L'argent est peu cher, il faut en profiter. Donc aux États-Unis, on anticipe pour cette année une vague de concentration, parce que la consommation déjà ne progresse pas en interne, donc on va grossir, on va capter des parts de marché, et puis bien sûr on va continuer de rationaliser, économie d'échelle, etc. Donc il y a ça aux États-Unis, et en Europe, peut-être effectivement un petit signe que
à court terme, les initiés, ce qu'on appelle la smart money, commencent à trouver le marché un petit peu cher. Mais se délester de quelques participations que l'on vend après avoir triplé ou quadruplé la mise, ça n'empêche pas, par ailleurs, d'envisager exactement ce que font les Américains. Mais bon, les Américains, pourquoi ils pourraient aussi débarquer en Europe avec on va dire, du matériel et des moyens importants, tout simplement parce qu'on a un dollar qui prend 25% en un an. Si les Chinois ont acheté Pirelli, c'est parce que le yuan étant arrimé au dollar, Pirelli d'un seul coup valait 25% de moins. Un sacré discount en ce moment. C'est exactement ça. Les effets de change sont extrêmement importants dans les deals intercontinentaux. Donc aujourd'hui, avec un euro-dollar à 1,08, 1,07, l'histoire n'est plus la même. C'est un facteur également de soutien assez fort, par contre, pour les entreprises en Europe. Ça, il faut toujours le répéter. Mais attention aux fausses bonnes idées, de regarder bien chaque société avant de dire oui, c'est une société dollar. Pas forcément. On voit qu'il y a des fausses bonnes idées. Airbus a des politiques de couverture de sa monnaie. Ils produisent en dollars également sur certaines unités. Donc, attention aux fausses bonnes idées sur l'euro-dollar. Ça peut coûter. Dernière idée justement dans un secteur, donc après les banques et les télécoms, c'est l'automobile. Avec votre valeur du secteur, c'est Peugeot. Exactement, c'est une vraie recovery story. Ça, c'est une société, on l'a sortie du CAC. Elle a pu quelque part se réinventer, couper énormément les coûts, fermer des usines, ce qui était inenvisageable pour certaines usines. Elle s'est alliée évidemment aux Chinois Dongfeng. On a aujourd'hui une société qui est très implantée en Chine. C'est le premier européen en Chine en termes de vente de voitures. Donc c'est une société qui s'est totalement réinventée. Aujourd'hui, les objectifs de marge opérationnelle devraient être atteints plutôt que prévu. Donc on a un retour à la rentabilité pour ce groupe. C'est une société qui a de l'avenir devant elle et qui devrait continuer de croître sur les marchés financiers, quand bien même son cours a été multiplié par, je ne sais plus, 2 ou 3. Ou 4, donc on a le graphique à l'écran sur 2 ans. 2013, on était à moins de 4 euros, on est à près de 15 et même on a dépassé les 16, même s'il y a un petit tassement ces derniers jours. Donc oui, pratiquement x4 sur le cours. Exactement. Il reste encore des choses à faire, puisque ce qui nous intéresse dans le dossier, c'est qu'il y a encore toute la rationalisation de la gamme qui est en cours, avec une vraie volonté de passer à une bonne vingtaine de véhicules, pas plus. Et cette exposition sur la Chine, c'est un vrai levier pour la société. Et sur le moyen et voire long terme, ça sera peut-être le meilleur acteur à privilégier pour n'importe quel grand du secteur qui voudrait s'implanter sur le marché chinois. Et puis retour évidemment depuis une semaine, Touron, dans le CAC 40, Peugeot, donc dernier choix du gérant. Messieurs, cette émission est terminée, il est 10h. Merci à Aymeric Didet, gestion sous mandat, directeur de la gestion sous mandat de SPGP, et Philippe Béchat de Agora, la bourse au quotidien. On vous retrouvera très bientôt, messieurs, dans cette émission. Tout de suite, c'est Direct Investisseur.